Et invité de ce journal, le député Nicolas Mesdorf. Bonsoir. Bonsoir. L'espoir d'une discussion en comité des partenaires a du plomb dans l'aile, c'est votre sentiment? Non, je crois qu'on est toujours sur la logique de se retrouver à Paris dans un avenir assez proche. La question c'est comment, c'est sous quel format, c'est pour discuter de quoi techniquement et précisément, mais il y a une volonté quand même de se rendre à Paris. Je crois que c'est normal ce qu'il se passe dans le camp indépendantiste, parce que quand on tient pour certains des discours radicaux, voire extrêmes, et qu'ensuite on doit aller expliquer aux militants qu'on doit quand même dialoguer avec les autres, ça prend un peu de temps à l'allumage, parce qu'il faut expliquer aux militants que forcément ce qu'on a dit c'était peut-être pas vrai et qu'il faut trouver une solution calédonienne avec tout le monde. Justement, que vous inspire les dernières prises de position chez les indépendantistes et la demande de bilatéral par Calédonie Ensemble? Écoutez, chez les indépendantistes, moi je regrette un petit peu les échanges entre l'éveil océanien et le Parti travailliste. Tout ça c'est blanc bonnet, bonnet blanc, c'est finalement le risque quand on a des partis communautaires comme ça. On fait monter la différence, on fait monter la haine, et donc on fait monter des communiqués qui divisent les Calédoniens. Nous, on est pour une Calédonie rassemblée, et je dois dire que du côté loyaliste, tout va bien. Tout va bien puisque l'unité est là. Bien sûr, chacun tient ses conférences de presse et apporte sa vision, ses nuances et ses propositions, mais les relations sont bonnes entre le groupe, on va dire, majoritaire, les loyalistes, et puis le rassemblement de Thierry Santa et de Virginie Ruffnac, Calédonie Ensemble avec Philippe Dunoyer, avec qui je travaille très bien à l'Assemblée nationale. Donc du côté loyaliste, nous on est prêts. On est prêt sur nos fondamentaux, sur le dégel du corps électoral, sur le tous pareil, le vivre ensemble, sur le fait d'avoir une Calédonie qui a un avenir définitif, qu'on ne reconnaisse plus de référendum automatique. Donc nous, sur nos fondamentaux, on est solide, et donc on est prêt à aller à Paris dès que l'État lancera l'invitation. Justement, vous avez lancé l'idée d'un comité de coordination des mouvements non indépendantistes pour parler d'une même voix à la table de négociation. Où est-ce que ça en est? Eh bien, ça fonctionne. On voit régulièrement Thierry Santa et Virginie Ruffnac avec le rassemblement. J'ai des relations privilégiées, comme je le disais, avec Philippe Dunoyer et les autres élus de Calédonie Ensemble, avec qui on garde une coordination. Donc voilà, on fait en sorte que lorsqu'on va arriver à la table des discussions, on ait nos nuances, bien sûr, parce qu'on est des partis politiques différents, mais que sur les fondamentaux non indépendantistes, comme je le disais, on reste solide et unis. Alors vraiment, vous avez raccroché avec le rassemblement dont vous avez dénoncé, je le rappelle, la soumission aux indépendantistes parce qu'ils ont voté parce que leurs élus ont voté le budget supplémentaire. Bien sûr, mais je crois qu'il faut bien différencier les sujets. Quand le rassemblement vote le budget avec les indépendantistes, on se doit, je pense, de le dénoncer. Mais sur l'avenir institutionnel, c'est pas la question du vote du budget au Congrès, c'est vraiment l'avenir dans la France pour tous les Calédoniens. Et là, on doit mettre de côté un petit peu nos différences locales pour se projeter au niveau national. Et donc, oui, on discute avec le rassemblement, bien sûr. Le sénateur Pierre Froger a défendu cette semaine l'idée d'une exception calédonienne, et je cite, « Notre devoir d'élu est de donner du sens à cette exception calédonienne qui nous a permis, je cite toujours, de négocier et de signer 2 accords. » En tant que jeune élu, comment comprenez-vous cette phrase « donner du sens à cette exception calédonienne » ? Je crois que ce que veut dire M. Froger, c'est qu'il faut qu'on arrive encore une fois à se sortir dans l'ornière dans laquelle on se met régulièrement, en se confrontant les uns aux autres, en se dépassant. Donc ça, on peut qu'être d'accord. Après, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on arrête un petit peu d'être une exception. Ça serait bien qu'on retrouve un peu de normalité dans notre pays, qu'on ait un statut stable, définitif, qu'on puisse retrouver de l'attractivité, du développement économique, de l'emploi pour nos jeunes et nos moins jeunes. Voilà, je pense qu'à un moment donné, l'idée, c'est aussi de sortir de cette politique politicienne institutionnelle et de reprendre les dossiers du quotidien, parce que je crois que les Calédoniens nous attendent aussi sur autre chose que la question de France indépendance, qui de toute façon a été tranchée clairement. Vous repartez à Paris demain. Ces derniers temps, vous avez tenu des réunions d'information avec les loyalistes, mais aussi avec votre parti. C'était dimanche dernier, à la fois, vous avez discuté des perspectives de discussion à venir. Quelles sont-elles du point de vue de votre parti, Génération NC ? Nous, Génération NC, on appartient au groupe des loyalistes. Mais vous n'avez pas de sensibilité à faire valoir? Mais si, bien sûr, et c'est pour ça qu'on se réunit. C'est-à-dire que l'idée, c'est de travailler en interne pour savoir quelle est notre place, quelle est notre position, qu'est-ce qu'on peut apporter de différent et de plus à cette unité loyaliste. Je crois que l'ensemble des composantes non indépendantistes, les Républicains calédoniens de Sonia Baquès, le MPC de Gilles Brial, Génération NC de Nicolas Mesdorf et les autres partis,
ont, par leur nuance, par leur vision des choses, finalement, quelque chose à apporter qui fait que le mouvement non-indépendantiste, au sens large, eh bien, couvre un petit peu tous les aspects de la vie calédonienne et des convictions des Calédoniens. Alors, vous étiez vendredi au Festival calédonien au centre Tchibaou. Que représente ce festival et la journée de la citoyenneté d'hier? Je tiens vraiment à féliciter Louis Mapou pour cette initiative, ainsi que Michael Forest, parce que c'est justement la lutte contre le communautarisme dans lequel on s'est enfermé ces dernières années. Mélanésia 2000, c'était un moment où on reconnaissait la culture kanak, où on la valorisait, et que le président indépendantiste, kanak a fortiori, parle de Calédonia, de mettre en avant une culture calédonienne, de mettre en avant une identité commune. Je crois que le chemin parcouru est énorme et que ça nous rappelle que, quelles que soient nos dissensions politiques, qu'on soit de droite ou de gauche, qu'on soit indépendantiste ou pas, on est tous des Calédoniens. Et le mot calédonien doit être ce mot qui rassemble tout le monde. C'est pas la dilution des cultures, c'est pas la dilution des communautés. Oui, c'est un peu la crainte, mais je crois qu'il ne faut pas s'enfermer non plus sur nous-mêmes. Et le communautarisme, on l'a bien vu avec les communiqués du Parti travailliste et de l'éveil océanien, voilà où ça mène. Quand on se renferme sur soi, quand on se renferme sur son ethnie, hein, on crée de l'incompréhension, on crée de la haine. Le communautarisme calédonien, c'est un peu notre nationalisme. Ça finit toujours en conflit. Et je crois que Louis Mapou nous propose de dépasser ça avec l'ensemble des membres du gouvernement. Et c'était important pour moi d'y être lors de l'inauguration pour saluer cette démarche parce que quand un indépendantiste parle de culture commune et d'identité commune, même s'il est indépendantiste, on se doit de l'accompagner. Vous avez le sentiment qu'il y a une communauté de destin ici? Mais bien sûr. Enfin, j'étais à la foire de Koumak hier. La foire de Koumak, c'est pas une foire de blancs, une foire de kanak, une foire d'Indonésiens, d'Asiatiques ou d'Oléno-Toutouniens. C'est une foire d'agriculteurs. Il y avait une foire d'agriculteurs, bien sûr, mais il y avait toutes les communautés qui se côtoyaient avec les courses de stock où il y avait tout le monde, où il y avait le rodéo avec tout le monde. Enfin, la Calédonie de tous les jours, du quotidien, elle est aussi différente des discours que l'on entend des politiciens. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on s'en rende compte et qu'on y travaille et qu'on aide à la construire, cette identité calédonienne. Nous, en tout cas, on est très attachés à ça. Alors demain, vous repartez donc à Paris, satisfait quand même d'avoir pu décrocher une aide pour les agriculteurs calédoniens sinistrés? Oui, bien sûr. Ça, c'est mon rôle de député. Quand ça va mal en Nouvelle-Calédonie et qu'on manque de finances locales, et je suis là pour solliciter la solidarité nationale. Je m'y étais engagé et je m'y tiens. Ensuite, je retourne aussi pour deux choses. Demander à l'État quand même de fixer clairement le calendrier, les réunions prévues, les dates et les formats des réunions sur l'avenir institutionnel. C'est important maintenant que l'État prenne la main et convoque les différentes composantes de la vie politique calédonienne. Et puis, je vais travailler également sur le service militaire obligatoire. Je dois voir Madame El Aeri, la secrétaire d'État au RSMA et au service national universel, avec qui nous avons beaucoup échangé, qui souhaite venir en Nouvelle-Calédonie d'ici la fin de l'année parce qu'elle a eu l'approbation du président pour travailler sur quelque chose en Nouvelle-Calédonie. Alors nous en arrivons maintenant aux questions des internautes, justement, où en est le projet de service militaire obligatoire pour la réinsertion des délinquants. Voilà, j'ai répondu à la question. En fait, Madame El Aeri m'avait demandé de lui fournir une note assez argumenter sur pourquoi le service militaire en Nouvelle-Calédonie est quelque chose de bien vu. Donc j'ai expliqué notre amour de l'uniforme. J'ai fait référence au rapport du Sénat coutumier qui expliquait que c'était un moment de transition dans la culture kanak, de passer de l'adolescence à l'âge adulte, le service militaire. Donc je lui ai montré que chez nous, il y avait une forme d'adhésion au service militaire obligatoire. Et donc, on doit se revoir pour caler les choses et peut-être caler son voyage d'ici la fin de l'année pour qu'elle se rende compte sur place de comment ça fonctionne. Autre question, que feront les loyalistes si l'État ne transige pas en leur faveur concernant la modification du corps électoral pour les provinciales de 2024 ? Mais l'État, il n'a pas à transiger en notre faveur. Le corps électoral, il doit être réouvert. C'est même pas une question, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui l'a confirmé. Donc les provinciales de 2024, pour les loyalistes, elles se tiendront, quoi qu'il arrive, avec un corps électoral ouvert. Vous comprenez qu'il y a des craintes de votre côté, du côté de vos électeurs? Mais je les comprends et elles sont légitimes. Je crois qu'on a vécu dans un moment où on était dans une forme de démocratie bafouée, où on écartait du droit de vote des Calédoniens qui s'étaient investis en Nouvelle-Calédonie avec leur famille. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit revoir ça clairement. C'est un engagement des non-indépendantistes forts. C'est aussi, je pense, la position de l'État. Et donc, quoi qu'il arrive, si les indépendantistes mettent trop de temps à venir à la table des discussions, les provinciales en 2024 se tiendront avec le corps électoral ouvert. Vous pensez qu'aujourd'hui, il faut solder l'accord ?
Bien sûr qu'il faut solder l'accord de Nouméa. Je dirais même qu'il faut solder l'accord et il ne faut pas reconduire un accord de même type, c'est-à-dire qu'on ne doit pas recommencer à prévoir des référendums d'ici 20 ou 30 ans de manière automatique. Je crois qu'on doit être unanime sur le sujet, quels que soient les mouvements politiques, sur le fait que le futur statut, ça doit être un statut définitif. Voilà. On trouve les équilibres entre nous et la Calédonie, elle a besoin de respirer, elle a besoin de passer à autre chose. Il y a des défis immenses. On a la question aussi de que veut la France de la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est une question que nous, les loyalistes, nous posons parce que la Calédonie a choisi d'être française. Donc il faut que l'État sorte de son rôle d'arbitre entre nous et reprenne une politique nationale d'envergure avec le changement climatique, avec peut-être une base militaire pour gérer un petit peu la géopolitique dans la région, pour gérer également la transition énergétique. Donc je crois qu'on a besoin de sortir des 40 ans qu'on vient de vivre parce que les Calédoniens le souhaitent, parce que tout simplement notre pays en a besoin, on a un pays à construire et je crois qu'on ne peut pas continuer à poser régulièrement la question de comment on s'organise institutionnellement. Autre question, quelles seraient vos concessions pour une Calédonie en paix? Est-ce que vous avez des concessions à faire? Je ne crois pas qu'on ait beaucoup de concessions à faire. Je crois que les loyalistes ont fait énormément de concessions. Le corps électoral gelé, les provinces avec les clés de répartition défavorables, le Congrès avec une clé de répartition politique défavorable pour les élus non indépendantistes. Donc nous, on va à la table des discussions, non pas forcément pour faire des concessions, mais pour convaincre que nous devons passer à autre chose au sein de la République française. Et ça, si ça ne marche pas? Ça va marcher. Autre question, ne pensez-vous pas qu'il faudrait changer notre slogan « Terre de parole, terre de partage » Vous pensez à quoi? Sérieusement, je pense que quand on trouve un signe identitaire et qu'il est voté au Congrès, on ne doit pas le modifier. Je crois qu'on doit s'y tenir. Par contre, on doit vraiment respecter sa parole et continuer de partager les choses parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait très bien. Si je pouvais aussi rajouter avec un brin d'humour terre d'action et terre de progrès, ça m'irait bien aussi. Nicolas Mesdorf, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans l'actualité, dans la rubrique des faits divers, un homme a été gravement blessé.